Madame Gontier-Morin, vous avez la parole, Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, avec cet amendement, nous souhaitons permettre à cette loi d'être en parfaite cohérence avec les objectifs qui sont affichés, dont celui de réaffirmation du collège unique. Parce que les mots ont un sens et que nous avons réussi à progresser ensemble à l'article 7 qui concerne les objectifs fixés à la scolarité obligatoire, conserver le DIMA, dispositif de préorientation, entre en contradiction avec ces objectifs et l'esprit de refondation que ce texte veut afficher. D'autant que ce dispositif est loin d'avoir fait ses preuves et n'a pour tout dire que peu fait recette, comme j'ai pu le constater dans le travail que j'ai réalisé comme rapporteur pour avis sur le budget de l'enseignement professionnel et comme l'a récemment confirmé le rapport de la Cour des comptes sur l'orientation au collège. Cela s'explique notamment par le fait que, du fait de la baisse des redoublements, arrivent en fin de collège des élèves plus jeunes qu'avant. De plus, compte tenu des dispositions prévues à l'article 33, son maintien me paraît d'autant plus inutile. Oui. Merci, Madame la Présidente. L'amendement premier rectifié n'est pas défendu, il tombe. Le 77, Madame Ferrand, qui est identique d'ailleurs. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. J'évoquerai devant vous le 77 et le 78, si vous me le permettez. Je ne vais pas reprendre mes arguments de ce matin. Pour autant, j'avais eu le sentiment que Monsieur le Ministre était attentif à ma demande. Encore une fois, il n'est pas question de faire travailler des jeunes qui n'auraient pas à la fois acquis le socle commun, un maître de stage et un vrai parcours signalé, mais simplement de faire en sorte que des jeunes qui auraient leur anniversaire au mois d'octobre, par exemple, ne soient pas laissés au bord du chemin jusqu'à la rentrée suivante, tout simplement. Merci, Madame Ferrat. Je considère que vous avez défendu le 78 également. Merci. Monsieur Legendre, le 2 rectifié bis. Excusez-moi, Madame la Présidente. Oui, il s'agit d'un amendement de repli. Nous souhaitons supprimer l'alinéa 5 de l'article 38. Rappelons que l'article 62-22-1 du Code du travail permet à un jeune ayant 15 ans au cours de l'année civile d'avoir la qualité d'apprenti s'il justifie avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire. L'alinéa 5 veut supprimer la mention au cours de l'année civile pour revenir à la notion stricte de 15 ans révolus. Ceci nous paraît trop rigide et nous souhaitons qu'un jeune qui a accompli donc sa scolarité de premier cycle, même s'il n'a pas encore les 15 ans révolus, puisse obtenir la qualité d'apprenti. Merci, Monsieur Legendre. Le 146 rectifié n'est pas défendu, mais il est identique aux 2 rectifiés bis, donc il sera mis aux voix. Madame Ferrat a défendu le 78, très bien. Donc je vais demander à Madame, au nom de la Commission, Madame la rapporteure, son avis sur cette série d'amendements. Alors, merci Madame la Présidente. Commençons par l'amendement 128 de Madame Gontier-Morin. Le DIMA est considérablement affaibli par le projet de loi tel qu'il nous est proposé, puisqu'il ne peut plus être entrepris qu'à 15 ans révolus et doit viser la maîtrise du socle commun. L'amendement modifie de façon abrupte le Code du travail sans dialogue avec les partenaires sociaux pour fermer la possibilité à un jeune de 15 ans ayant terminé le collège d'entrer en apprentissage. Donc, pour cette raison, nous émettons un avis défavorable. L'amendement de Madame Ferrat, a posé une question ou a émis, je pense que le gouvernement répondra, et autrement l'amendement bien sûr défavorable. Les amendements similaires qui visent tous les mêmes objets, défavorables pour donc le 38, 146 et 78.
Madame la rapporteure, je vais donc demander l'avis du gouvernement sur cette série d'amendements. Madame la ministre, vous avez la Oui, parole. Madame la Présidente, nous sommes d'accord avec l'avis de la Commission. Il est certain que ce dispositif d'IMA n'a pas fait la preuve de son efficacité. Nous croyons que dans beaucoup de cas, ce n'est pas l'intérêt du jeune de partir trop tôt en apprentissage. On a précisé qu'effectivement, il faut qu'il puisse avoir acquis le socle commun. Donc effectivement, peut-être qu'en pratique, si c'est un jeune qui a 15 ans, 3/4, et qui a acquis le socle commun, on peut envisager des assouplissements. Mais en l'état, il me semble qu'il n'est pas utile de le mentionner dans la loi. Et pratiquement, l'avis de la Commission nous semble un équilibre raisonnable entre ceux qui veulent que les jeunes partent en apprentissage trop tôt et ceux qui sont absolument hostiles à cela. Dans certains cas, il peut être utile, et c'est peut-être une bonne chose pour un jeune, de partir en apprentissage, mais nous croyons que tant qu'il peut essayer d'acquérir les éléments du socle commun et approfondir sa connaissance des matières fondamentales, c'est préférable pour lui. Merci Madame la ministre. Madame Ferrat. Oui, et pardonnez-moi d'être aussi tenace. Je crains de ne pas bien avoir entendu Madame la ministre. N'a-t-elle pas dit 15 ans 3/4? Non, c'est 14 ans passés. 14 ans 3/4 et non pas 15 ans 3/4. Voilà. J'ai bien. Voilà. Merci. Merci pour cette précision. Très bien, donc je vais mettre aux voix l'amendement 128 présenté par Madame Gonthier-Maurin qui a reçu 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est pour? Merci. Qui est contre? Merci. Abstention. L'amendement n'est pas adopté. L'amendement de Madame Ferrat, le 77, qui est aussi le même que l'amendement premier rectifié. 2 avis défavorables. Qui est pour? Merci. Contre? Merci. Abstention. Ces amendements ne sont pas adoptés. L'amendement 2 rectifié bis présenté par Monsieur Legendre, 2 avis défavorables. Qui est pour? Merci. Contre? Merci. Abstention. Ils ne sont pas adoptés. Le 78 présenté par Madame Ferrat, 2 avis défavorables. Qui est pour? Merci. Contre? Merci. Il n'est pas adopté. Nous en arrivons à un amendement 530 qui est présenté par notre rapporteur au nom de la Commission. Madame la Présidente, c'est un amendement de coordination dans le Code général des impôts. Merci Madame la rapporteure. Madame la ministre, votre avis? Merci. Je vais le mettre aux voix. L'amendement de la Commission avec un avis favorable du gouvernement. Qui est pour? Merci. Contre? Abstention. L'amendement 530 est adopté. Nous en arrivons au vote sur l'article 38. Y a-t-il une explication de vote? Je n'en vois pas. Je vais donc mettre aux voix l'article. Qui est pour l'article 38? Merci. Contre? Merci. Abstention? Merci. L'article 38 est adopté. Après l'article 38, un amendement 177 présenté par Madame Bouchoux. Madame la Présidente, Madame la Présidente de la Commission, Madame la rapporteure, Madame la Ministre, chers collègues. L'amendement 177 vise à attirer l'attention de la Haute Assemblée sur un problème qui nous semble un problème crucial et que visiblement personne n'a pris à bras-le-corps. Comme vous le savez, les tribunaux et le Conseil d'État reconnaissent de facto un droit à l'instruction, quelle que soit la situation administrative des mineurs. Et à ce titre, il peut arriver que ça et là, et nous nous en réjouissons, des jeunes dépourvus de titre de séjour soient scolarisés dans un établissement et puissent y faire des études, lycée professionnel, etc. Il y a là une bizarrerie de notre législation qui fait qu'un jeune dans la même situation peut être admis, et nous le souhaitons et le défendons, dans un lycée, alors qu'il ne peut de facto conclure un contrat d'apprentissage. Et donc, nous souhaiterions, compte tenu de ce qu'a dit Madame Ferrat ce matin, d'un certain nombre de jeunes qui ont le goût de l'apprentissage, qui ont envie d'apprendre, et de filières où il y a des propositions d'apprentissage et où il y a aussi des débouchés, nous ne comprenons pas pourquoi, parfois, ces jeunes sans-papiers que nous défendons dans notre groupe avec vigueur peuvent aller au lycée,
pour ceux qui en ont le souhait et la volonté, c'est très bien. En revanche, pour ceux qui souhaitent être apprentis, c'est l'imbroglio juridique. Et donc, à cette fin, nous vous avons fait une proposition qui permettrait pour un jeune qui trouve qui a un apprentissage de pouvoir avoir de facto une carte d'étudiant, même si effectivement cela paraîtra audacieux à certains. Je vois déjà ce qu'on va me dire. Nous ne craignons aucunement un quelconque appel d'air. Nous pensons simplement que ça donnera une solution positive pour les chefs d'entreprise qui cherchent des apprentis, pour ces jeunes qui ont envie de faire de l'apprentissage et qui, pour certains, avaient déjà pratiqué des activités dans leur métier, et pour tout le monde. Et donc, nous souhaiterions vraiment que cette problématique soit prise à bras-le-corps par les différents ministères concernés. Merci Madame Bouchoux. Je vais donc demander l'avis de la Commission sur cet amendement 177. Madame la rapporteure. Oui, Madame la Présidente. Alors, Madame Bouchoux, au terme de l'article L313-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers, la carte de séjour temporaire étudiant est accordée de droit aux étrangers étudiants dans le supérieur, boursiers du gouvernement français, scolarisés pendant 3 ans dans un établissement français à l'étranger ou ressortissants d'un pays ayant signé un accord de réciprocité. Les apprentis mineurs ne sont pas assimilables à cette catégorie. C'est bien ce que vous dites. Il faut rappeler qu'ils ont signé un contrat de travail. C'est plutôt la délivrance de la carte de séjour temporaire étudiant qui donne le droit à l'exercice d'une activité professionnelle à titre accessoire. Donc l'amendement renverse la logique en prévoyant que l'exercice d'une activité salariée dans le cadre d'une formation en alternance aboutit à la délivrance de la carte de séjour étudiant. Cela ne nous paraît pas aujourd'hui cohérent avec le dispositif tel qu'il est. De plus, nous pensons que vous posez un vrai sujet, mais ce n'est sans doute pas ici et dans le cadre de cette loi que nous pouvons le régler. L'intérêt, bien sûr, vous attirez l'attention, et je crois que tout le monde l'entend. Donc, au nom de cela, puisque nous ne sommes pas en capacité de répondre ici dans le cadre de la loi, nous pourrions vous demander le retrait. Merci Madame la rapporteure. L'avis du gouvernement, Madame la ministre. C'est quand même moi qui préside là. Oui, je crois qu'effectivement, le sujet que vous évoquez est un sujet important. Il est clair que même dans les lycées professionnels, nous voyons beaucoup de jeunes, par exemple beaucoup de jeunes, des mineurs étrangers isolés, qui se retrouvent dans la situation de pouvoir suivre une scolarité, mais de ne pas pouvoir aller en stage ou de ne pas pouvoir le faire en alternance. Donc il me semble que c'est un sujet réel. Toutefois, je n'ai pas le sentiment que nous puissions le régler ici, dans un texte sur l'école. Donc je crois que nous avons besoin d'y travailler avec le ministère de l'Intérieur, parce qu'effectivement, pour beaucoup d'enseignants, pour beaucoup de responsables de nos établissements, la situation de ces jeunes est préoccupante. Mais actuellement, je crois qu'il vaudrait mieux que vous retiriez le sujet et que nous y retravaillions avec le ministère de l'Intérieur. Merci Madame la ministre. Madame Bouchoux, vous êtes sollicitée à 2 reprises pour un retrait. Que décidez-vous? Madame la Présidente, excusez-moi d'avoir été trop vite. J'entends bien ce que nous dit Madame la rapporteure, j'entends bien ce que dit Madame la ministre. Et donc, je consens à retirer cet amendement. Simplement, j'aimerais vraiment qu'on prenne ce problème à bras-le-corps et pas que ce soit reporté au calendrier grec, parce que je ne cite jamais le département dont je suis originaire, le Maine-et-Loire, mais je peux vous dire que sur ce sujet, le changement, c'est pas tout de suite, et qu'avec le précédent préfet, sous le précédent gouvernement, sur ce dossier-là, on avançait plus vite que maintenant. Et donc, si je pouvais à la fois faire avancer le débat pour tous et dans l'intérêt général et attirer l'attention de Madame la ministre qui pourra, lorsqu'elle croisera Monsieur Valls, lui signaler la situation d'un certain nombre de jeunes, j'aurais fait œuvre utile pour tout le monde. Je vous remercie. Je retire. Merci, chers collègues. L'article 39 est supprimé, il le demeure, donc pas de vote sur l'article 39. Après l'article 39, un amendement 241, Monsieur Legendre. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, notre préoccupation est évidemment que les élèves, quand ils doivent choisir, et leur famille, aient les meilleures informations sur les débouchés en fonction des filières qu'ils auront choisies. Voilà pourquoi nous souhaitons
que des informations leur soient données, que les établissements d'enseignement scolaire rendent publics des statistiques comportant des indicateurs de réussite aux examens et aux diplômes qu'ils délivrent, de poursuite d'études et d'insertion professionnelle. Nous souhaitons que les élèves ou apprentis disposent en amont de leur orientation de ces informations, de manière à faire leur choix en toute connaissance de cause. Merci, Monsieur Legendre. Je vais donc demander l'avis de la Commission, Madame la rapporteure, sur l'amendement Oui, 241. Madame la Présidente. Alors d'abord, un petit problème de rédaction, parce qu'à proprement parler, les établissements scolaires ne délivrent pas eux-mêmes les diplômes. Sur le fond, la publication de données brutes, et on l'a souvent évoqué, peut donner une image biaisée des établissements, parce que, ne prenant pas en compte les efforts des équipes pédagogiques dans les établissements difficiles, pour justement à la fois permettre à des enfants de reprendre pied et justement de mieux réussir. Également, elle permet de retrouver la confiance des parents. Cela aboutirait à une mise en concurrence sans aucun moyen, justement, d'apporter un soutien et un signe positif aux équipes en difficulté. Ce classement peut être aussi anxiogène pour des parents qui voudront alors éviter absolument le mauvais établissement, je le mets entre guillemets. En d'autres termes, je trouve que ce type de classement pourrait avoir des effets très délétères et donc avis défavorable. Merci, Madame la rapporteure. L'avis du gouvernement, Madame la ministre. Oui, Madame la Présidente. Madame, il est clair que pour nous, nous comprenons ce qui peut motiver cette demande, mais manifestement, ce type de statistiques, comme l'a dit Madame la rapporteure, risque de biaiser l'opinion qu'on a des établissements. De surcroît, on peut avoir évidemment des statistiques sur les résultats aux examens, mais en matière d'emploi, le jeune n'est pas obligé de rester directement demander un emploi autour de l'établissement où il se trouve. Par conséquent, ce serait un travail assez complexe et nous ne voyons pas réellement ce que ça donnera de plus par rapport à des statistiques plus générales en termes d'accès à l'emploi des jeunes. Donc nous sommes défavorables. Merci, Madame la ministre. Monsieur Legendre. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, il faut regarder comment les choses se passent. Actuellement, sortent régulièrement dans la presse des classements des établissements. Et ils sont faits selon des modalités aléatoires. Ils donnent des classements, les critères sur lesquels ces classements ont été établis sont souvent vagues et ne donnent pas toute garantie. Il me semble qu'il serait plus pertinent que l'Éducation nationale puisse donner quelques indications et éventuellement attirer l'attention sur le type particulier d'équipe enseignante disponible dans tel ou tel établissement. Si l'éducation ne le fait pas, c'est la presse qui le fera. Vous ne pourrez évidemment pas l'en empêcher. Elle le fera souvent sur des critères biaisés. Voilà pourquoi je préférerais que le service public de l'éducation essaye lui-même de fournir ces comparaisons. Merci, chers collègues. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 241 présenté par Monsieur Legendre, qui a reçu 2 avis défavorables. Qui est pour? Merci. Contre? Merci. Abstention. L'amendement 241 n'est pas adopté. Avant l'article 40, un amendement de 29 rectifié qui n'est pas défendu, il tombe. Article 40, un amendement 328 présenté par notre collègue Madame Gillot. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, il s'agit d'ajouter au deuxième alinéa, au début de la première phrase, au début de la deuxième phrase, en cohérence avec le projet éducatif territorial. Celui-ci propose, parce que la création du Conseil école-collège est vraiment une avancée majeure de cette loi, et je pense qu'il est important, puisqu'on vise à favoriser les actions de coopération des enseignements et des projets pédagogiques communs entre l'école, les écoles et le collège, il est pertinent d'inscrire ce travail dans le cadre du projet éducatif territorial qui est délibéré avec l'avis des conseils d'école. Donc ce conseil école-collège me semble être
cohérent, il est cohérent de l'introduire dans le projet éducatif territorial. Merci, Madame Gillot. L'avis de la Commission? Favorable, Madame la Présidente. Merci. Madame la Ministre? Favorable? Merci. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 328 présenté par notre collègue Madame Gillot. 2 avis favorables. Qui est pour? Merci. Contre? Abstention? L'amendement 328 est adopté. Je suis saisie de 4 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Le premier est présenté par notre collègue Legendre. Monsieur Legendre, 223. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, nous proposons, après les mots coopération, de rédiger ainsi la fin de cette phrase, au 2e alinéa, 2e phrase, et des connaissances pédagogiques communs visant à l'acquisition par les élèves du socle commun de connaissances et de compétences prévu à l'article L. 122.1.1. L'article tel qu'il est rédigé actuellement donne au Conseil école-collège la capacité de proposer des enseignements visant à l'acquisition du socle commun. Or, les enseignements relèvent du cadre national des programmes et ne peuvent procéder d'une initiative locale. Par ailleurs, le statut des personnels enseignants dans le premier et le second degré suppose la même distinction des enseignements. Voilà pourquoi nous proposons cet amendement. Merci, Monsieur Legendre. L'amendement 129 et le 130, si vous voulez, Madame Oui, Gontier-Morin, les absolument, présenter en Madame la même temps. Présidente, c'est Merci. ce que j'allais vous proposer. Alors, je commence sur le 129. L'article 40 crée des conseils écoles-collèges censés favoriser la transition entre le CM2 et la 6e, souvent difficile pour les élèves, on le sait. Ces conseils ne nous paraissent pas évidents du tout à mettre en œuvre. Sur un même secteur, un collège correspond à plusieurs écoles primaires qui, elles, peuvent avoir des caractéristiques au fond très différentes. La mise en place d'actions de coopération et de projets pédagogiques communs n'ira donc pas de soi. Quoi qu'il en soit, ce qui nous pose réellement problème, c'est la possibilité prévue par cet article de mettre en œuvre des enseignements communs entre ces 2 niveaux. Nous ne sommes pas favorables à la mutualisation ni d'enseignement ni d'enseignants. Là encore, il nous semble difficile à mettre en œuvre. Quel cours, quel enseignant, dans quel lieu, dans quelle salle de classe pour réunir plus de 60 élèves et surtout pour quels objectifs pédagogiques. La création de ce conseil et les objectifs qui lui sont assignés nous paraissent donc plutôt du domaine incantatoire, je vais dire. Si ces projets voient le jour, nous ne voyons pas en quoi ils permettront d'adopter des réponses aux difficultés de transition que peuvent rencontrer certains élèves. Quand bien même ils le pourraient, nous ne souhaitons surtout pas ouvrir la voie à une fusion entre ces 2 niveaux de leurs enseignants, pas plus que nous ne souhaitons créer un cycle commun entre ces 2 niveaux. Notre amendement supprime donc la mutualisation des enseignements qui est un premier pas dans ce sens, mais ne s'oppose pas pour autant à l'idée de tenter de mettre en place des projets communs. Ça nous confirme quand même dans notre idée que nous avons défendue tout au long de cette séance et précédemment en commission, c'est que quand même nous aurions dû prendre le temps de beaucoup plus de recul sur l'examen de l'organisation des cycles et des rythmes. Et je dis un mot sur le 130, vraiment, c'est un amendement de coordination puisque, vous le savez, nous préférerions que nous avancions sur la notion de culture commune plutôt que d'un socle commun, même réformé. Merci, Madame Gontier-Morin. Le 254 rectifié, Madame Laborde. Merci Madame la Présidente. La transition entre l'école primaire et l'école secondaire peut s'avérer difficile lorsque les compétences de base n'ont pas été acquises ou lorsqu'elles ont été mal acquises. Un élève sur 5 rencontre des difficultés à l'écrit en début de 6e. À ce titre, il convient donc de saluer plusieurs dispositions du projet de loi qui permettront d'apporter un remède à cette transition abrupte. C'est le cas de l'article 23 dans sa rédaction adoptée par notre commission de la culture et de l'éducation qui inscrit dans la loi l'intention du gouvernement de créer un cycle commun réunissant le CM2 et la 6e. C'est également le cas de l'articulation prévue entre les programmes scolaires et les cycles d'enseignement. C'est enfin le cas de la mise en place des conseils école-collège à l'article 40. Ces derniers pourront proposer des actions de coopération, des enseignements et des projets pédagogiques communs pour faciliter l'acquisition du socle commun. Le présent amendement vise à préciser que ces actions doivent être surtout proposées pendant le cycle court moyen 6e. Je vous remercie.
Merci, Madame Laborde. Madame la rapporteure, au nom de la Commission, sur cette série d'amendements, votre avis? Alors, l'amendement de Monsieur Legendre, contrairement à ce que prétend l'objet de l'amendement, le Code de l'éducation permet aujourd'hui des expérimentations pédagogiques locales, y compris les enseignements. C'est inscrit dans l'article L401.1, issu du fameux article 34 de la loi Fillon de 2005, dont votre collègue et notre collègue à tous, Jean-Claude Carle, est un fervent défenseur. Il n'y a donc aucune raison de ne pas contribuer à faciliter la transition entre CM2 et 6e grâce à des enseignements communs. Avis défavorable. Madame Gonthier-Maurin, même objet que le précédent, même avis défavorable, même si j'ai entendu, il n'est en aucun cas question de fusion. J'ai bien entendu vos craintes. Un amendement de coordination pour l'amendement 130, défavorable. Et Madame Laborde, précision qui peut nous apparaître superflue dans la mesure où la fonction même du Conseil école-collège est de faciliter la transition. En outre, le cycle court moyen 6e n'existe pas en droit, donc on vous demanderait le retrait. Merci, Madame la rapporteure. L'avis du gouvernement, Madame la ministre, sur cette série d'amendements? Effectivement, je partage l'avis de Madame la rapporteure, parce que je comprends bien la volonté exprimée dans ces amendements, qui est à la fois de vouloir, comme nous, une continuité entre le primaire et le collège, et en même temps de ne pas aller trop loin pour éviter qu'il y ait en quelque sorte mutualisation ou qu'on confonde les étapes. Mais il me semble que le texte tel qu'il est parfaitement clair. Comme l'a rappelé Madame le rapporteur, on a la possibilité de faire des expérimentations. Donc il me semble que ces amendements n'apportent rien de particulier à notre démarche commune. Merci Madame la ministre. Je vais donc mettre au voie Madame Laborde sur le vôtre. Au moment où il viendra. Voilà. Je vais mettre au voie l'amendement 223 qui a reçu 2 avis défavorables. Qui est pour? Merci. Contre? Merci. Abstention? Il n'est pas adopté. Le 129 présenté par Madame Gonthier-Maurin, 2 avis défavorables. Qui est pour? Contre? Merci. Abstention? Il n'est pas adopté. Même vote pour le 130? Même vote, merci. L'amendement 254 rectifié, Madame Laborde, vous avez la parole. Merci, excusez-moi. Comme ils étaient ensemble, j'ai cru que quand on commençait le vote, on n'avait plus le droit de donner son avis. J'étais un peu perdue. Donc, je voulais juste préciser que c'était un amendement d'appel, que j'ai bien conscience que quand on écrit notamment, c'est pas très juridique. Donc, je le retirerai puisque j'ai eu mes réponses. Je vous remercie. Merci, Madame Laborde. Nous en arrivons à l'amendement 172 présenté par Madame Bouchoux. Madame la présidente de commission, Madame la rapporteure, Madame la ministre, Monsieur le ministre, je me permets de rappeler que nous avons fait beaucoup d'amendements d'appel et on a été extrêmement pragmatique depuis ce matin. Donc je voulais attirer votre attention, et j'ai bien entendu ce qu'ont dit nos amis, effectivement, pas d'usine à gaz entre le primaire et la 6e, pas d'atteinte au statut. Nous voulions simplement renforcer, alinéa 2, après la 2e phrase, quelque chose qui, néanmoins, et on a bien entendu les réserves, permettrait d'atténuer le gap, la transition énorme qu'il y a entre le primaire et la 6e. Et donc nous vous proposons de pouvoir prévoir que dans la limite de 3 journées par année scolaire, des échanges de pratiques et d'enseignants entre les établissements peuvent être expérimentés sur la base du volontariat et sur décision du Conseil. Il nous semble, dans la mesure où nous nous sommes renseignés, cela existe déjà quasi systématiquement et assez régulièrement. Cela nous semblerait, on va dire, de nature à renforcer le volontarisme de cette loi, de simplement l'inscrire telle qu'elle. Ça nous semble être, on va dire, une sécurisation de quelque chose auquel nous tenons beaucoup, sans froisser personne, ni d'un côté ni de l'autre. Je vous remercie. Merci Madame Bouchoux. Je vais donc demander l'avis de la Commission, Madame la rapporteure. Oui, Madame la Présidente. Les échanges d'enseignants peuvent poser des difficultés d'ordre statutaire. Le Conseil école-collège n'est pas compétent pour prendre de telles décisions.
dont la Commission a émis un avis défavorable, mais nous souhaitons avoir la position du gouvernement. Merci Madame la rapporteure. Madame la ministre, pour le gouvernement. Oui, effectivement, je crois que l'idée qui est contenue dans cet amendement, qui propose des échanges de pratiques et entre enseignants, c'est quelque chose, me semble-t-il, qui est intéressant. Mais votre amendement est extrêmement précis. Dans 3 journées, vraiment, c'est quelque chose de surcroît qui s'appuie sur une décision du Conseil qui n'est pas possible. Donc nous serions favorables à ce qu'on puisse maintenir votre idée, mais avec une formulation qui serait différente. Nous pourrions, par exemple, vous proposer de le sous-amender de la manière suivante. À l'alinéa 2, donc insérer une phrase ainsi rédigée. Parmi ces propositions, des échanges de pratiques et d'enseignants entre les établissements peuvent être expérimentés sur la base du volontariat. Donc c'est une formulation plus souple qui, me semble-t-il, reprend votre idée sans les obstacles. Est-ce que vous seriez d'accord, Madame Bouchoux, pour sous-amender votre volontiers, donc je reprends cette proposition qui nous est faite, que je salue. Donc nous proposons l'amendement ainsi modifié. Merci. Monsieur Legendre. Je crois que Mme Bouchoux avait eu raison de mettre le doigt sur l'intérêt de ces échanges, et si la proposition de formulation du ministre peut permettre de régler ce problème, je le voterai très volontiers. Merci, Monsieur Legendre. Monsieur Magnier. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, chers collègues, ce sous-amendement ou cette précision apportée par le gouvernement convient au groupe socialiste, avec simplement une précision que je souhaite, qui sera faite j'imagine, c'est que cela ne porte pas atteinte au statut des enseignants qui sont concernés par ces échanges. Bien entendu. Merci, Monsieur Magnier. Madame Gontier-Morin. Oui, moi, je ne sais pas s'il faut mettre ça dans la loi, mais disons que nous n'échappons pas au débat, et au moins il fera peut-être avancer les choses. Moi, je comprends l'idée du besoin de coopération, d'échange, de parcours plus fluide entre ces deux différents niveaux. Mais ce qui m'inquiète profondément, c'est que l'on engage par petits morceaux, sans avoir une réflexion globale d'ensemble sur la pédagogie que l'on doit dispenser à chaque niveau. Donc, je voterai contre. Merci, Madame Gontier-Morin. Madame la Ministre. Non, je tiens effectivement à préciser que nous sommes absolument attachés au respect du statut des enseignants. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Simplement, là, en l'espèce, il s'agit bien d'expérience dans le cadre d'un volontariat. Donc, à mon sens, là-dessus, ce sont les enseignants qui peuvent choisir ou pas de se lancer là-dedans. Et par conséquent, à la limite, on peut dire que c'est dans le respect du statut des enseignants, mais ça, à mon sens, ça va sans dire. Mais bon. Mais on peut le mettre, si ça peut vous convenir, on peut le mettre. Dans le respect du statut des enseignants. Pardon, il faudra... Ok, mais il n'y a pas de souci. Dans le respect, oui, Monsieur le Ministre. C'est un amendement qui est très important, mais qui ne rajoute rien, et donc nous allons l'accepter, à ce qui existe déjà. L'article 34, qui fonctionne depuis des années, permet aux uns et aux autres de s'organiser à un certain nombre de conditions déjà très précisément analysées, et heureusement, car parmi les plus belles réussites qu'on a en éducation prioritaire, c'est précisément quand ce travail est déjà organisé sur le terrain entre les écoles et les collèges. Nous étions d'ailleurs allés avec le président de la République à Trappes, et ça avait été très relayé à l'époque, voir une très belle expérience de cette nature. Donc ça ne pose aucun problème de le réécrire, ce sera simplement une redondance. Merci, Monsieur le Ministre. J'ai relu. Oui. Bien, pour la clarté, je vais relire donc l'amendement 172 rectifié bis. Vous proposez bien, Madame la Ministre, l'expression suivante: parmi ces propositions, des échanges de pratiques et d'enseignants entre les établissements peuvent être expérimentés sur la base du volontariat et sur décision du Conseil, dans le respect du statut des enseignants. Voilà, pas Conseil, d'accord. D'accord.
Alors, parmi ces propositions, des échanges de pratiques et d'enseignants entre les établissements peuvent être expérimentés sur la base du volontariat, dans le respect du statut des enseignants. Voilà, très bien. Bien, écoutez, alors je vais le mettre aux voix, avec avis bien sûr, puisque c'est un amendement sous-amendé par le gouvernement. Qui est pour? Merci. Contre? Merci. Abstention? L'amendement 172 rectifié bis est adopté. Nous en venons au vote sur l'article 40. Y a-t-il des explications de vote sur cet article? Je n'en vois pas. Je le mets aux voix. Qui est pour voter l'article 40? Merci. Contre? Abstention? L'article 40 est adopté. L'article 40 bis, je mets aux voix le 40 bis. Qui est pour? Merci. Contre? Abstention? Il est adopté. L'article 41, un amendement 224 qui est présenté par Monsieur Legendre. Madame la Présidente, mes chers collègues, la nouvelle rédaction de l'article 411.1 supprime la mention de la présence d'un représentant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale lors des réunions avec les parents d'élèves. Quand on se réunit avec les parents d'élèves, souvent des questions qui relèvent aussi d'une manière ou d'une autre de la commune sont évoquées. Il nous paraît donc utile qu'un représentant de la commune soit toujours présent et nous voulons l'affirmer et le réécrire clairement dans le texte. Merci Monsieur Legendre. Madame la rapporteure, l'avis de la commission sur le 224. Alors, l'amendement de Monsieur Legendre nous apparaît sans objet car l'article 41 incorpore le comité de parents dans le conseil d'école dont il ne formait de toute façon qu'un démembrement. Il n'y aura donc plus de réunions séparées du comité de parents. En revanche, la commune est toujours représentée dans le conseil d'école, donc avis défavorable. Merci Madame la rapporteure. L'avis du gouvernement? Vous préférez le retirer? Même avis, merci. Mais voilà, j'ose. Merci Monsieur Legendre. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Le 225, Monsieur Legendre. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous souhaitons préciser qu'au Conseil d'école, il y a au moins un tiers de représentants élus de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour le fonctionnement de l'école, et parmi ceux-ci le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale. Monsieur Legendre, Madame Ferrat, un amendement identique. Vous le présentez? Oui, merci Madame la Présidente. Effectivement, cet amendement est identique au 225 qui vient d'être défendu par nos collègues du groupe UMP et je ne reviens pas sur le fond. Mais pour notre part, il vient compléter, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire à de nombreuses reprises, tous les amendements que nous avons déposés en faveur des collectivités locales et des élus. Une meilleure intégration des élus dans le système éducatif et une meilleure concertation, surtout, sur la mise en œuvre des réformes sont indispensables. Elles bénéficieront directement aux enfants et cet amendement améliore la place des élus dans les conseils d'école. Merci Madame Ferrat. Pour la commission, Madame la rapporteure, c'est un avis sur les deux, bien sûr. Deux amendements identiques. Donc la composition du conseil d'école relève du règlement, article D411.1 du Code de l'éducation. Donc nous ne pouvons que soit poser un avis défavorable, soit vous demander de les retirer puisque ce n'est pas l'objet ici. Merci Madame la rapporteure. L'avis du gouvernement, Monsieur le ministre. Même avis, merci. Monsieur Legendre. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je retirerai volontiers cet amendement, mais je crois qu'il est quand même utile, à l'occasion de ces débats, que dans ce qui sera indiqué sur les travaux que nous avons ici, on confirme bien la nécessité que les représentants des communes soient partie prenante dans cette affaire, et de manière à ce qu'on le retrouve dans le règlement.
Merci, Monsieur Legendre. Madame Ferrat, vous le retirez également. Je vous remercie. Nous en arrivons au vote sur l'article 41. Y a-t-il une demande de parole? Je n'en vois pas. Je vais donc aux voix l'article 41. Qui est pour? Merci. Contre? Abstention? L'article 41 est adopté. À l'article 42, un amendement 417. Monsieur le ministre, vous le présentez? Oui, c'est un amendement de précision. Le projet d'article modifie, et c'est une bonne chose, la composition du conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement, souhaitant, c'était notre intention, on en parle depuis le début des débats, renforcer la place des collectivités locales de rattachement de l'établissement public local d'enseignement d'éducation. Afin de faciliter la présence des représentants des collectivités, la Commission a choisi d'adopter un amendement qui précise que l'un des représentants au plus de la collectivité de rattachement peut être une personnalité qualifiée désignée par le président de la collectivité. Le gouvernement partage la préoccupation de la Commission et souhaite que la présence des représentants de la collectivité de rattachement puisse être facilitée. Certaines collectivités, pensons aux conseils régionaux, aux lycées, ayant de nombreux EPLE qui leur sont rattachés. Cependant, la rédaction retenue par la Commission pourrait conduire à ce que l'unique représentant de la collectivité de rattachement ne soit pas un élu. C'est le cas des EPLE n'ayant que 24 membres avec la présence d'un EPCI. En outre, le terme retenu par la Commission de personnalité qualifiée est réservé à une autre catégorie des membres du conseil d'administration. C'est la raison pour laquelle je vous propose un amendement rédactionnel qui permet de désigner un représentant non membre de l'Assemblée. Ça veut dire donc quand même engageant la collectivité et donc agent territorial dans le seul cas où le nombre de représentants soit au moins de 2. Et donc, alinéa 5, rédiger ainsi cet alinéa. Lorsque les représentants d'une même collectivité territoriale sont au nombre de 2, l'un d'entre eux peut ne pas être membre de l'Assemblée délibérante. Merci, Monsieur le ministre. L'avis de la Commission sur cet amendement du gouvernement? Avis favorable. Favorable. Je vous remercie, Madame la rapporteure. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 417 à Monsieur Legendre. Oui, je voudrais être sûr de bien comprendre, Monsieur le ministre. Je comprends tout à fait que dans le cas d'une très grande ville avec de très nombreuses écoles, il soit difficile d'avoir un membre de l'Assemblée délibérante, enfin 2 membres qui puissent se rendre dans tous les conseils, et qu'ainsi on y mette un peu de souplesse. Ça ne me pose pas de problème, je le comprends, c'est un problème pratique. Mais je pense que ceci ne peut être fait que quand il est constaté que tous les membres du conseil municipal ou du conseil communautaire sont au moins déjà affectés à un conseil d'école. Ça vient après. Sinon, ça pourrait être aussi une façon pour une majorité municipale, quelle qu'elle soit, de ne jamais donner de place à sa minorité et ainsi d'envoyer un non-élu alors que des élus ne seraient pas utilisés à siéger dans un conseil d'école. Je voudrais nous prémunir de cette déviation. Merci, Monsieur Legendre. Monsieur le ministre. Juste une précision, mais on parle des EPLE et pas des conseils d'école, hein, donc des établissements publics. Les écoles n'en sont pas, et donc ça ne concerne pas ces cas. Merci, Monsieur le ministre. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 417 du gouvernement qui a eu un avis favorable de la Commission. Qui est pour? Merci. Contre? Abstention. L'amendement 417 est adopté. L'amendement 264 rectifié présenté par Madame Laborde. Oui, Madame la Présidente, merci. Cet amendement vise simplement à reporter la discussion sur la représentation de la métropole au sein du conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement lors des projets de loi de décentralisation. Merci, Madame Laborde. L'avis de la Commission? Oui, Madame la Présidente, il n'y a pas d'anticipation du texte métropole puisque l'article 42 vise un article qui existe depuis 2010 dans le Code général des collectivités territoriales et Nice possède déjà ce statut. Donc nous ne sommes pas en anticipation. Donc je vous demandais le retrait parce que là... Merci, Madame la rapporteure. L'avis du gouvernement? Monsieur le ministre, même avis. Madame Laborde, vous êtes sollicitée 2 fois pour un retrait.
Je suis obligée de dire oui. Non, comme il y a déjà un exemple. Non, non. Comme il y a déjà un exemple, et puis ça va mieux en le disant, et au moins j'ai une explication claire. Je vous remercie. Merci, Madame Laborde. Nous en venons au vote sur l'article 42. Il n'y a pas de demande de parole. Je mets aux voix l'article 42. Qui est pour? Merci. Contre? Abstention. L'article 42 est adopté. Même vote pour l'article 43. Mes chers collègues, même vote. Même vote. Merci. L'article 44. Même vote. Alors, je mets aux voix l'article 44. Vous voulez vous exprimer sur le 44? Oui, je vous en prie. Allez-y. Non, non, c'est pas trop tard. Quand même, j'insiste sur le 44 parce que c'est une question qui me tient à cœur, puisque cet article redonne vie au GRETA, organisme public de formation continue des adultes de l'éducation nationale, que la majorité précédente avait supprimé au détour d'une de ses lois de simplification du droit pour les transformer en GIP. Mon groupe avait alors pointé les difficultés que cela poserait, notamment pour les personnels. Et vous semblez, Monsieur le Ministre, à lire l'étude d'impact du projet de loi, vous orienter vers une sorte d'entre-deux pour l'avenir, articuler GRETA et GIP via un GIP académique, si j'ai bien compris. Le problème des GRETA qui doivent s'autofinancer est exacerbé par les appels d'offres et le positionnement en termes de concurrence avec les CFPPA, par exemple, qui dépendent, eux, du ministère de l'Agriculture. L'idée de faire émerger une structure régionale académique se positionnant comme un interlocuteur unique face aux régions est intéressante. Cependant, la forme d'un établissement public régional serait préférable à celle d'un GIP. Pourquoi ? D'abord parce que les GIP peuvent être composés d'établissements publics, mais aussi privés. De plus, les GIP peuvent recruter des personnels de droit privé. Dans la structure GIP, il n'y a pas de représentants des personnels et sont seulement présents les représentants des structures qui composent le GIP, comme les directeurs du GRETA, c'est-à-dire le chef de l'établissement support du GRETA ou son représentant, mais pas les formateurs. Ainsi, si l'idée d'une mise en synergie, notamment pour les appels d'offres, évitant que les centres publics ne se positionnent en concurrence, nous pensons que la structure juridique doit être déterminée au regard des critères qui viennent d'être évoqués. Merci, Madame Gontier-Morin. Je mets aux voix l'article 44. Qui est pour? Merci. Contre? Abstention? L'article 44 est adopté. Après l'article 44, je suis saisie de 3 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Le 131, Madame Gontier-Morin, Madame Assassi. Oui, merci Madame la Présidente. Cet amendement a pour objet d'abroger les dispositions qui tendent à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence. Cette proposition que nous avons déjà formulée par le dépôt d'une proposition de loi trouve écho chez une partie, enfin devrait trouver écho chez une partie de nos collègues socialistes, puisque 40 députés de leur groupe avaient envisagé de défendre un amendement similaire à l'Assemblée nationale, mais l'ont retiré. Alors, cette question ne date pas d'aujourd'hui. Elle se pose depuis cette adoption malheureuse d'un amendement de notre ancien collègue Michel Charasse, destiné en fait à régler, rappelons-nous, une situation locale, devenue donc l'article 89 de la loi numéro 2004-809 du 13 août 2004, puis la loi Carle en 2009. Pour notre part, nos points d'opposition n'ont pas varié et les courriers divers, notamment de maires de communes rurales, mais également de communes franciliennes, par exemple de maires de mon département, la Seine-Saint-Denis, montrent que la question est toujours d'actualité. Ce qui est certain, c'est que cette loi a maintenu une véritable différence de traitement entre l'école publique et l'école privée, au détriment de la première. Je rappelle en effet que le financement d'un enfant scolarisé dans l'école publique d'une autre commune que celle de résidence est soumis à l'accord préalable du maire. Or, cet accord n'est pas nécessaire pour l'enseignement privé.
Donc cela conduit à des situations que j'oserais qualifier d'ubuesques, encore dénoncées par l'ARF, où des communes, sans pouvoir connaître le choix des familles, découvrent la facture des établissements privés par la poste. Ces dépenses pèsent donc sur les budgets des communes, budgets dont nous savons toutes et tous qu'ils vont être de plus en plus contraints. De plus, ce financement pénalise les efforts des communes pour maintenir un service public de l'éducation. Et l'on sait, couverture et fermeture de classes peuvent se jouer à chaque rentrée et pour quelques unités. Trop de petites communes rurales voient leurs écoles fermées faute de moyens pour qu'on ne permette l'affectation de leurs maigres ressources à des écoles privées. L'argent public doit donc prioritairement permettre de financer sur tout le territoire des écoles publiques qui, elles, ne choisissent pas leurs élèves, mais accueillent gratuitement tous les enfants de la République. De plus, la loi Carle et son décret d'application, signé à quelques jours du changement de majorité, ne prend en compte la capacité d'accueil du regroupement pédagogique intercommunal que si les communes qui en sont membres ont transféré la compétence scolaire à un EPCI, ce que nous avions déjà dénoncé. Et donc, avec cet amendement, nous proposons de revenir à la situation qui prévalait avant l'adoption de ce malheureux article 89. Merci Madame la Présidente Assassi. L'amendement 286 rectifié bis, Madame Laborde. Merci Madame la Présidente. Donc bien sûr ça va dans le même sens. Je vais reprendre moi la loi du 28 octobre 2009, puisqu'avant je n'étais pas là, sur le financement des écoles privées, donc plus connue sous le nom de loi Carle, qui rend donc obligatoire la participation financière de la commune de résidence lorsque celle-ci ne dispose pas des capacités d'accueil nécessaires à la scolarisation des élèves concernés dans son ou ses écoles publiques. Ceux qui étaient alors membres de la Haute Assemblée se souviennent combien l'examen de ce texte avait passionné le Sénat et les sénateurs, et les débats avaient été une fois de plus de très bon niveau. C'est ainsi que nous avions soulevé la question des regroupements pédagogiques intercommunaux, les RPI, liés à une autre problématique plus globale, celle de la capacité d'accueil. En effet, de nombreuses communes appartiennent à un RPI, concentré ou dispersé, et créé soit sur l'initiative des communes elles-mêmes, soit de manière obligatoire, conformément à l'article L212-2 du Code de l'éducation, soit du fait du ministère de l'Éducation nationale, qui impose fréquemment aux communes de constituer un RPI sous peine de suppression de classe ou de fermeture d'école. C'est dans ces conditions que le Sénat avait alors adopté à une large majorité un amendement de notre collègue Pierre-Yves Collombat, que je reprends donc aujourd'hui, amendement qui tendait à apprécier la capacité d'accueil d'une commune appartenant à un RPI à l'échelle de celui-ci. Afin de sécuriser la mise en place de ce dispositif au regard de la diversité de statuts des RPI, un sous-amendement présenté par notre ancien collègue Michel Charasse avait également été adopté afin de préciser qu'un décret fixerait les conditions de prise en compte des RPI. Ce décret d'application a été pris le 9 novembre 2010, mais il ne reflète pas la volonté du législateur et aboutit à exclure du dispositif la moitié des RPI, puisqu'il prévoit que la capacité d'accueil est appréciée uniquement sur le territoire de la commune de résidence de l'élève et non pas par rapport à l'ensemble des écoles du RPI, dès lors que celui-ci n'est pas adossé à un EPCI en charge de la compétence scolaire. Ce sont donc environ 2000 RPI qui sont exclus. Ainsi, une commune membre d'un RPI dont l'école intercommunale est située sur une autre commune du périmètre sera obligée de contribuer au financement de l'enseignement privé puisque sa capacité d'accueil sera appréciée sur son seul territoire. Le décret a eu pour conséquence de pénaliser les petites communes qui n'ont pas choisi de se regrouper en RPI et qui ne sont pas membres d'un EPCI. L'objet de cet amendement est d'étendre le régime de la loi Carle non seulement au RPI adossé à un EPCI, mais aussi à une entente au sens du Code général des collectivités territoriales, c'est-à-dire à une forme souple d'association nécessitant simplement des délibérations concordantes des conseils municipaux. De nombreuses communes sont du fait de ce décret dans une situation d'inégalité par rapport à la loi,
L'objet de cet amendement est d'y remédier et de permettre ainsi de dépassionner le débat sur la loi Carle en apportant des réponses concrètes et efficaces sur le terrain, autant de solutions satisfaisantes pour les familles et pour les collectivités locales, dans le respect du principe de laïcité. Je m'excuse d'avoir été un peu longue, mais là, ça valait la peine. Très bien, Madame Laborde. Le 132, Madame Gontier-Morin, Madame Assassi. Oui, comme je pense que malheureusement nous ne réussirons pas à vous convaincre de la nécessité d'abroger la loi Carle. Voilà. Faut jamais douter de rien, je sais bien, mais bon. Soyons lucides, soyons lucides. Donc je suis lucide. Et donc, je souhaiterais que le gouvernement remette donc dans ces conditions un rapport qui évalue l'impact de ces dispositions, et notamment en raison du décret pris par votre prédécesseur, Monsieur le ministre, qui a aggravé les choses. J'imagine ne pas être la seule, donc, je l'ai dit, à être saisie de courriers de maire assaillis par l'enseignement privé, et notamment catholique, qui en forment la composante principale, et d'avoir été, de reconnaître le désarroi. Je ne porte pas jugement, hein, je fais un constat simplement. Hein. Je ne me permettrai pas, madame. Voilà. Nous souhaitons, et j'insiste, connaissant le sort qui est généralement réservé au rapport, qu'il soit quand même remis aux commissions compétentes du Sénat et de l'Assemblée nationale avant le 31 décembre 2013 et donne lieu également à un débat en séance publique. Merci, Madame la Présidente Assassi. Je vais donc demander l'avis de notre rapporteur sur ces 3 amendements. Alors, sur le premier amendement, bon, je ne vais pas vous décevoir, bien sûr. Vous dites, vous avez peu d'espoir. Donc, c'est vrai, nous n'allons pas émettre un avis favorable à cette demande de suppression pure et simple, parce que, donc, justement, je vous renvoie à votre amendement qui demande, bien évidemment, la réalisation d'un bilan pour qu'on se prononce en toute connaissance de cause. Et bien évidemment, sur votre amendement 132, je donnerai un avis favorable, moyennant 2 modifications qui avaient été prévues au moment de la commission et qu'on a mis sur l'autre amendement, c'est-à-dire la date, d'accord, et la dernière phrase. Vous savez, donne lieu en séance publique, parce qu'on a aussi le problème de pouvoir, ça ne peut pas être mis dans la loi. D'accord, hein, c'est ça. Donc, moyennant ces 2, avis favorable. Pour l'amendement 286 rectifié de Madame Laborde, bien évidemment, on le sait, il y a eu un grand débat ici au Sénat lors de la loi Carle, et la difficulté que vous pointez vient du fait que le décret en Conseil d'État d'application de la loi Carle prend en compte les capacités d'accueil des RPI uniquement lorsqu'ils sont adossés à un EPCI. Or, c'est vrai, ce n'est pas le cas d'un grand nombre de RPI. Donc, cette lecture peut nous faire penser que le décret n'a pas respecté la volonté du Sénat à l'origine, et c'est sans doute pour cela que la Commission a émis un avis favorable. Merci. Un avis favorable sur le 286 rectifié? C'est ça, Madame la rapporteure? Madame la rapporteure, pardon, votre avis sur l'amendement présenté par Madame Laborde? J'ai mis avis favorable. La Commission avait émis un avis favorable. Merci. Très bien. Monsieur le ministre. Bien, je suis sur le premier amendement, l'avis de la Commission, donc un avis défavorable. Je tiens à dire quand même que si nous ne le faisions pas, nous risquerions d'ouvrir à nouveau des périodes d'incertitude juridique. Et je tiens à dire aussi que le ministère n'a été saisi jusque-là d'aucun contentieux concernant l'application de la loi, même si souvent, politiquement, j'entends les uns et les autres. C'est ce qui me fait penser que pour qu'il y ait clarification, je suis aussi favorable à l'amendement concernant, donc votre deuxième amendement concernant l'étude et le rapport, car il y a là beaucoup d'équivoques. Par contre, j'ai un désaccord avec
la Commission sur l'amendement de Madame Laborde, pour la raison que, même si cette situation n'est pas satisfaisante, il se fait qu'aujourd'hui, l'avis rendu par la section de l'intérieur du Conseil d'État en 2010 a rappelé que la loi du 28 octobre 2009 a entendu garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association, et le gouvernement était alors tenu de prévoir que les capacités d'accueil du regroupement pédagogique intercommunal ne puissent être opposées par le maire que si ce RPI est organisé dans le cadre d'un établissement public de coopération intercommunale. En conséquence, et pour des raisons juridiques, le gouvernement ne peut être que défavorable à cet amendement, car il constituerait en fait une rupture d'égalité entre les deux articles relatifs, l'un au public, l'autre au privé. Et donc, d'accord sur l'amendement concernant le rapport et défavorable sur les deux autres amendements. Merci, Monsieur le Ministre. Madame la Présidente de la Commission. Bien entendu, tout à fait d'accord avec cette succession de propositions qui vont dans le bon sens. Sur votre proposition de demande de rapport qui ne pourra que donner les bases d'une réflexion et d'arbitrage à venir, je rappelle quand même qu'ici, au Sénat, nous avons une commission qui étudie l'application des lois, que ça c'est un bel exercice et que ce rapport sera immédiatement mis dans les mains de Monsieur Assouline, président de cette commission, afin que le sujet puisse être traité par les membres de cette commission qui ont l'habitude de nous donner à voir les conséquences d'arbitrages passés. Merci Madame la Présidente de la Commission. Monsieur Assouline, Monsieur le Président Assouline. Non, je voudrais... Bon, si ma commission, il y a une demande pour faire ça, ça sera volontiers. D'ailleurs, on l'avait dit en commission que ce serait ce que l'on ferait. Donc cet amendement demande un rapport au gouvernement. Moi, je veux juste vous dire que dans quelques semaines, je vais remettre un rapport de bilan annuel de contrôle de l'application des lois. Et une des choses que je fais remarquer, c'est qu'à chaque fois qu'on fait la loi, on demande des rapports. Vous voyez. Et que je constate que sur l'année qui s'est écoulée, c'est à peu près ce qui s'est passé depuis ad vitam aeternam, qu'il n'y a pas 5% des rapports gouvernementaux qui arrivent malgré les engagements votés dans la loi. Donc bien sûr qu'on va les inciter à réduire ce pourcentage, mais peut-être qu'il faudrait que le législateur arrête à chaque fois qu'il y a un sujet qui ne peut pas être intégré à demander des rapports à la place, parce que la meilleure façon de crédibiliser la loi, c'est de faire qu'elle ne soit pas trop verbeuse et trop sans lendemain. Voilà. Merci, Monsieur le Président Assouline. Monsieur Magnier. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, sur ces amendements, effectivement, je rappelle simplement, mais la Présidente a précisé que la demande avait été faite. J'avais présenté déjà depuis quelques mois une demande de contrôle de l'application de cette loi, dite loi Carle, qu'a évoqué notre collègue tout à l'heure. Je crois comprendre que maintenant, on va accéder à cette demande. Donc, moyennant ces précisions et ce que nous a dit Monsieur le Ministre suite à l'avis de Madame la rapporteure, le groupe socialiste ne votera pas l'amendement présenté par Madame Laborde, le 286 rectifié bis, suite à ces précisions, et votera par contre l'amendement numéro 132 qui demande un rapport du groupe communiste. Merci Monsieur Magnier. Madame Prima. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je voudrais, pour une fois n'est pas coutume, aller dans le sens des propos de Monsieur Assouline pour dire qu'effectivement, je suis parlementaire depuis peu de temps et effectivement, on demande beaucoup par voie d'amendement, beaucoup de rapports sur des points qui me semblent être particuliers et je crois que la sagesse voudrait peut-être qu'on les rassemble. Je regrette donc d'autant plus que l'amendement présenté par Monsieur Legendre ait été rejeté, qui demandait un rapport général sur l'application de cette loi, juste avant le débat d'orientation budgétaire et devant la présentation de la loi de finances. Il aurait été utile à ce moment-là de traiter l'ensemble de ces problèmes dans un seul et unique rapport. Merci. Merci Madame Prima. Monsieur le Ministre.
Oui, je voulais remercier Madame Assassi et son groupe d'avoir eu cette bonne idée du rapport, non pas pour contredire le sénateur Assouline, pour qui j'ai une très grande considération, mais parce qu'il me semble quand même que sur le sujet que nous traitons, avec les plus de 2 millions d'enfants qui sont concernés. Je vous rappelle que les effectifs du public augmentent, contrairement à une légende que j'entends, ceux du privé baissent dans notre pays. Je crois qu'il est censé de bien se documenter sur ce sujet avant de prendre des résolutions qui créeraient beaucoup plus de difficultés, on les a connues d'ailleurs par le passé, qu'on ne croit en résoudre avec les bonnes intentions. Donc nous lirons avec un très grand intérêt le rapport qui sera commis sur cette question. Merci, Monsieur le Ministre. Très bien, plus personne ne demande la parole. Je vais donc mettre aux voix, mes chers collègues, je vais mettre aux voix le 131 qui était présenté par Madame Assassi et qui a reçu 2 avis défavorables. Qui est pour? Merci. Contre? Merci. Abstention? Merci. L'amendement 131 n'est pas adopté. L'amendement 286 rectifié présenté par Madame Laborde. Ah, vous voulez vous exprimer, Madame Laborde? C'est sur votre amendement. Oui. Ah, alors allez-y. Merci beaucoup. Juste pour dire donc que j'ai bien entendu les avis favorables et défavorables et que donc cet amendement risque de ne pas être voté. Je ne le retirerai pas, vous comprenez que j'ai des convictions, c'est normal, qui sont connues, ça tombe bien aujourd'hui, voilà. Et je voulais simplement dire que nous avons eu l'occasion de discuter, comme le rappelait Madame Assassi ou Madame Gonthier-Maurin, à l'Assemblée, il y a eu des discussions sur l'abrogation ou non de la loi, car il n'est pas là, mais je peux en parler puisque je lui en ai parlé. Et on sait que l'abrogation pure et simple, ça pourrait faire pire que. Donc c'est vrai que cet amendement permettait une petite évolution. Donc nous ne manquerons pas de travailler pour trouver une loi qui puisse remplacer et permettre l'abrogation de la loi Carle. Je vous remercie. Merci Madame Laborde. Donc je mets votre amendement aux voix. Un avis favorable de la Commission et défavorable du gouvernement. Qui est pour? Madame Laborde, vous êtes d'accord avec vous-même? Très bien. Qui est contre? Merci. Abstention? Merci. L'amendement 286 rectifié bis n'est pas adopté. L'amendement 132 rectifié de Madame Assassi, je rappelle que nous avons rectifié la date, donc c'est le 31 décembre 2014, et que nous avons supprimé la mention. Il donne lieu à un débat en séance publique. Vous êtes d'accord, Madame Assassi? Il est rectifié comme ça. Très bien, donc je le mets aux voix. 2 avis favorables. Qui est pour? Merci. Contre? Une belle unanimité, merci. Oui, c'est le même. Hein. C'est le même. Voilà. Nous arrivons à l'article 45. Y a-t-il une demande de parole sur l'article 45? Je n'en vois pas. Je mets aux voix l'article 45. Qui est pour? Merci. Contre? Abstention? L'article 45 est adopté. Article 45 bis. Je suis saisie de 2 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Le 418. Que je vous demande de présenter, Monsieur le Ministre. Je le fais avec beaucoup de plaisir, Madame la Présidente. La Commission, dans sa sagesse que nous constatons amendement après amendement, avait souhaité introduire un article sur l'architecture scolaire dans notre projet de loi. Ça n'a l'air de rien, c'est très important. Cet article précisait que dans tous les établissements, les parents d'élèves doivent disposer d'un espace à leur usage. C'est un point très important pour permettre aux parents de s'impliquer dans la scolarité de leurs enfants. Et cette implication, nous l'avons dit d'ailleurs dès le début des discussions, est essentielle pour la réussite des élèves. Les parents sont des acteurs que nous devons associer pleinement à la scolarité de leurs enfants. C'est souvent une des conditions de la réussite des enfants. Je suis donc très favorable à l'ajout proposé par Madame la rapporteure. Nous souhaitons simplement préciser la rédaction de cet ajout et en faire valoir l'objectif, cet espace dans les établissements scolaires qui doit permettre de favoriser les rencontres individuelles ou collectives avec les parents d'élèves et leurs représentants. Et donc, nous précisons l'objectif, les rencontres individuelles ou collectives
de cet espace qui, sans ça, restait suspendu en l'air. Merci, Monsieur le ministre. L'avis de la Commission, Madame la rapporteure. Madame la rapporteure, votre avis sur l'amendement du gouvernement? C'est pour ça. Ah oui, c'est une discussion commune, pardon, oui, vous avez raison. Oui. Madame Blondin. Merci, Madame la 259 rectifié. Oui, heureusement que je suis là. Non, mais c'est parce que j'allais compléter effectivement l'amendement présenté par Monsieur le ministre. Je viens tout simplement demander la possibilité d'élargir l'utilisation de cet espace aux professionnels donc, de santé, les professionnels sociaux, car bon nombre d'entre eux ne disposent d'aucun endroit leur permettant de recevoir les familles, de s'entretenir avec les familles et donc de les impliquer dans le suivi de leurs enfants. Cette utilisation donc par ces personnels relève aussi d'une démarche d'application rapide et peu coûteuse. Et de plus, cet espace aura l'avantage d'être connu et reconnu par les parents et facile d'accès et non stigmatisant. Voilà, merci. Merci, Madame Blondin. Bien, maintenant c'est à Madame la rapporteure. Madame Gonthier-Maurin, vous vouliez vous exprimer? Oui, explication de vote, oui. Après, donc, Madame la rapporteure, votre avis d'abord. Bien, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, la rédaction que vous nous proposez, dans la lecture que nous en faisons, oriente fortement l'utilisation des espaces qui pourraient servir uniquement aux rencontres entre les enseignants et les parents. La Commission souhaitait laisser la possibilité aux parents de se rencontrer entre eux, même en l'absence d'enseignants. Si l'on veut faire venir des familles très éloignées de l'école, il faut qu'elles se sentent à l'aise. Et nous savons que la difficulté pour les faire venir, elles assimilent cela à une espèce de convocation et c'est comme cela que nous avons des difficultés. Donc, on le sait, dans un premier temps, la présence d'un membre de l'équipe éducative peut être un frein à leur venue. C'est pour cela que la Commission avait émis un avis défavorable. Pour celui de Madame Blondin, 45 bis, donc tel qu'il est rectifié, avis favorable. Nous quittons l'hémicycle du Sénat, mais nous reviendrons plus largement dans notre édition de 19h sur l'examen de ce projet de loi pour la refondation de l'école de la République. Bonne soirée à tous. À quoi ressemblent les prisons russes qui s'y entassent entre criminels, victimes d'une administration corrompue ou encore opposants politiques? À quoi ressemblent les prisons de Poutine? Eh bien, c'est le documentaire de la semaine sur Public Sénat avec un débat sur le président russe et sa façon très particulière d'exercer le pouvoir. Le débat présenté par Benoît Duquesne, dimanche à 10h sur Public Sénat. Bonjour à tous, bienvenue, c'est l'heure de Parlement Hebdo, 45 minutes d'actualité politique et parlementaire avec Aude Morakini. Bonjour Aude. Bonjour Mickaël et bonjour à tous. Et dans l'actualité cette semaine, ce que savait exactement le gouvernement du compte en Suisse de Jérôme Cahuzac? C'est précisément ce que tente d'établir la commission d'enquête parlementaire qui a commencé ses travaux cette semaine. Premier à être auditionné, les journalistes de Mediapart. Inutile d'embaucher 60 000 enseignants, il vaudrait mieux réorganiser le système. C'est le réquisitoire sévère de la Cour des comptes qui publie un rapport sur le monde enseignant, un rapport choc en plein débat sur la refondation de l'école. Et puis François Hollande en Allemagne pour les 150 ans du Parti social-démocrate. Il a loué les réformes engagées à l'époque par Gerhard Schröder, une proximité politique qui a du mal à passer du côté du Parti socialiste français. Et avec
avec nous pour commenter cette actualité de la semaine. François Lamy, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes ministre délégué à la ville, aux côtés de Cécile Duflot. Vous avez été député socialiste de l'Essonne pendant 15 ans avant de rejoindre le gouvernement. Et oui, 15 ans. Alors évidemment, vos anciens collègues députés vous connaissent bien. Et Valérie Brochard est allée tendre son micro, comme chaque semaine, aux 4 colonnes pour recueillir quelques avis. Écoutez, regardez. C'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. Voilà, et d'assez opiniâtre, c'est une qualité en politique. Je suis en phase totalement avec ce qu'est aujourd'hui la politique qu'il mène, tant politiquement que dans sa manière d'être. Parce que la politique de la ville, c'est un savoir-faire, mais je peux vous en parler en connaissance de cause, c'est aussi un savoir-être. Si je pouvais me permettre modestement de lui donner un conseil, ça serait d'essayer de devenir un homme du réel. Qui visite bien l'Assemblée. Je crois que sa fonction finit bientôt. C'est pas une mauvaise nouvelle. Aïe, 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 ça commençait bien, ça je continue un peu comprends pas. plus mal. Mais, on parle de remaniement, voilà. Est-ce que vous sentez sur un siège éjectable? C'est un petit peu le sens de moi, ça. C'est pas quelque chose que j'ai dans la. Il y aura un remaniement un jour. De toute façon. On devient ministre parce que par un certain nombre de circonstances qui sont réunies, mais c'est pas un métier à vie. Donc oui, un jour je ne serai plus ministre, mais pour moi c'est pas une question. Pour moi le problème c'est le président de la République m'a confié une mission, c'est d'essayer de la mener à bien. Entre autres, c'est de faire la réforme de la politique de la ville. Je suis en train de la mener. Voilà, et puis après, j'ai eu une vie avant, j'aurai une vie après. Vous êtes un des ministres discrets du gouvernement, on peut dire ça comme ça. Est-ce que vous pensez que c'est plutôt un gage de durée ou bien il faut se montrer plus? Non, mais moi, là encore, je n'organise pas ma vie médiatique en fonction du fait que je pourrais rester ou partir. C'est pas le sujet. D'autres ministres, alors, c'est ça? Peut-être. Bon, mais en tout cas, moi, cette discrétion, elle est due à quoi? Elle est due d'abord au fait que les banlieues en difficulté, on n'en parle que quand il y a des difficultés. Voilà, lorsqu'il y a des violences urbaines, lorsqu'il y a des faits de délinquance. Donc là, c'est plutôt du rôle du ministre de l'Intérieur. Mais celui qui travaille, qui répare, qui reconstruit, celui-là, on ne vient pas le voir tous les jours. Bon. Et puis deuxièmement, je crois qu'effectivement, on n'est pas obligé, pour être efficace, d'avoir un avis sur tout. Bon, surtout sur des sujets qu'on ne connaît pas. Et donc voilà, moi je réponds à toutes les invitations et je m'efforce effectivement plutôt de faire mon travail sérieusement, qui suppose quand même un gros travail de coordination et de relation avec entre autres le monde associatif et les élus. Quoi. François Lamy, vous êtes aussi, ce qu'on peut dire, un aubryiste historique. Ah ça oui, on peut le dire. Oui. On peut le dire. Martine Aubry, aujourd'hui, n'est plus entravée parce que sa mise en examen concernant une affaire d'amiante a été levée. Est-ce que vous estimez que sa voix manque? En ce moment, on dit qu'on a besoin de poids lourds dans la majorité. Elle n'était pas entravée politiquement par cette mise en examen. C'est pas sa mise en examen qui a fait que pour l'instant on ne l'a pas entendu. Un petit peu plus libre en tout cas. Oui, mais c'est pas le sujet. Elle a été première secrétaire du Parti socialiste pendant 3 ans et demi. Elle a œuvré à la réussite de la gauche, à mon avis de manière positive. Elle a été aussi une des candidates aux primaires, quoi, et surtout tout particulièrement au 2e tour. Donc, elle estime nécessaire pour l'instant elle veut être utile, elle veut aider le gouvernement. Il y a plusieurs façons de le faire. Voilà, elle a choisi. Elle est très discrète dans son Elle a choisi la discrétion. Elle est discrète, comme vous. Oui, tout à fait, mais c'est pas inutile. Je veux dire, quand elle a une critique à faire, vous avez 2 méthodes. Soit vous allez voir les micros et cette critique devient publique et ça devient peut-être un couac, ça devient une difficulté, ça devient de cohérence. Soit ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend son téléphone et qu'elle appelle le ministre concerné pour lui dire qu'elle n'est pas d'accord. Allez, on commence la semaine avec l'affaire Cahuzac, encore. L'opposition avait demandé une commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Cahuzac. Elle l'a eu. Premières auditions en ce mardi, inaugurées par ceux sans qui l'affaire ne serait peut-être pas sortie. Les journalistes de Mediapart, ainsi que l'ancien adversaire de Jérôme Cahuzac dans le Lot-et-Garonne. Audition résumée signée par Rabi K. C'est par ces 2 hommes que le scandale est arrivé. Fabrice Arfi, journaliste à Mediapart, et Edoui Plenel, fondateur du site d'information, sont au centre de l'enquête parlementaire sur l'affaire Cahuzac. Selon Fabrice Arfi, le gouvernement pouvait difficilement ignorer le compte en Suisse de Jérôme Cahuzac. Le 21 décembre, je crois que les pouvoirs publics et les administrations, l'État, au-delà de ce qu'ils peut-être se savaient,
connaissait en détail l'affaire Cahuzac. Le fondateur de Mediapart n'a pas changé de discours. Une fois de plus, Edoui Plenel réitère ses accusations contre le gouvernement et plus particulièrement envers Pierre Moscovici. Tous ceux qui voulaient savoir au cœur du pouvoir exécutif savaient le sérieux de notre enquête. Je ne veux pas dire que M. Moscovici a été forcément complice d'une manœuvre voulant absolument cacher la vérité. Je dis néanmoins qu'il a mal travaillé. Des propos renforcés par l'audition de Michel Gonel, lui aussi a un rôle clé dans l'affaire. L'ancien adversaire politique de Jérôme Cahuzac est aussi le détenteur du fameux enregistrement. Dès le 15 décembre, il aurait appelé le directeur adjoint du cabinet de l'Élysée pour confirmer les révélations de Mediapart. J'ai voulu dire au président de la République, François Hollande, ce qui s'était passé. Comment ça s'était passé? Et comment j'étais sûr de l'origine de ce message. Et c'est ce que j'ai expliqué à Alain Zabulon. Sa réponse a été de me dire, vous comprenez que c'est une affaire extrêmement sensible. Je dis oui, c'est peut-être pas la peine que vous me le disiez, j'ai compris que c'est une affaire sensible. Il me dit, vous comprendrez que je dois en référer. J'ai dit oui, je comprends très très bien que vous deviez en référer. Il m'a certifié qu'il allait me rappeler. Une vingtaine de personnes seront auditionnées d'ici juillet, dont Jérôme Cahuzac lui-même. Manuel Valls et Pierre Moscovici devraient aussi être entendus prochainement. Alors, François Lamy, ça commence un peu mal pour le gouvernement, ces auditions. On entend Fabrice Arfi qui dit « tous ceux qui voulaient savoir savaient ». Est-ce que Pierre Moscovici a mal travaillé, on peut dire ça, comme le dit Edoui Plenel? Moi, vous n'allez pas être satisfait de ma réponse. Non. Il y a une commission d'enquête. Elle va rendre ses conclusions, j'ai cru comprendre, au mois de septembre. C'est au regard de ces conclusions qu'on pourra éventuellement faire des commentaires. Moi, j'ai appartenu à des commissions. Vous les avez suivies, ces auditions? Non, je dis non, parce que quand on est ministre, on a un petit peu de travail, donc on ne suit pas. J'ai vu ce qui était sorti dans les médias, mais moi j'ai moi-même participé à des commissions d'enquête. Je pense tout particulièrement celle sur les conditions de la libération des infirmières bulgares. Elles étaient publiques, mais ce qui a été commenté, c'est la fin. C'est les conclusions de la commission. Ce qui est intéressant quand même à souligner, c'est que cette commission d'enquête existe. Elle est demandée par l'opposition. Ça n'a pas toujours été le cas, comme ça a été rappelé cette semaine. Voilà, il faut qu'elle fasse son travail de manière totalement libre, quoi. On entend depuis le début de la part de la majorité, oui, c'est très bien qu'elle existe. À l'époque, l'ancienne majorité ne le faisait pas. Ne serait-ce que ça va durer presque 2 mois, voire plus, cette commission d'enquête, et que pendant ce temps-là, on ne va pas cesser de parler de l'affaire Cahuzac. Ça commence à ressembler un peu au sparadrap du capitaine Haddock pour vous, non? C'est vrai que ça n'a pas été, pour nous, ça a été quand même un choc. Moi, je sais que je connais Jérôme Cahuzac depuis, on a été députés ensemble en 1997. J'en ai forcément parlé avec lui. Lui-même a toujours affirmé que bien entendu, il n'avait jamais eu de compte en Suisse, ni même ailleurs. Donc ça va durer très longtemps, cette affaire. Oui, ça va durer au moins jusqu'aux conclusions de la commission d'enquête, dont on peut espérer qu'une fois ces conclusions rendues, sur le débat public, on en aura fini. Il y aura toujours après éventuellement les suites judiciaires, mais ça c'est le rôle de la justice. De toute façon, en démocratie, je veux dire, on gagne toujours à la transparence. Et donc, moi, j'ai pas de problème. S'il faut en parler, on en reparlera. Mais on ne pourra le faire que quand les conclusions seront connues, quoi. Alors, on parlait de Mediapart. Vous avez été aussi un petit peu mis dans l'œil du cyclone par Mediapart, qui, cette semaine, fait état d'une enquête sur les marchés passés dans l'Essonne, qui revient notamment sur un rabais qui vous aurait été consenti pour par une société d'architectes pour la construction de votre maison. Ça date de 2005, mais ça ressort aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui sur cette affaire? Ce que j'ai pu dire à l'époque, puisqu'il y a déjà eu des articles au mois de septembre et octobre, donc ce que j'ai pu dire aux journalistes. Oui, mais ça revient parce que Mediapart fait une grande enquête sur l'Essonne, où il met en cause, le journal met en cause un architecte et une série d'entreprises, en mettant en relation le fait que des relations qui existeraient entre des élus, cet architecte et ces entreprises, et des marchés publics qui ont été obtenus par cet architecte dans des communes. Voilà. Il se trouve que simplement, cet architecte, lui, n'a rien obtenu, ni de ma commune, ni de ma communauté d'agglomération,
C'est ce que j'ai dit à Mediapart, il l'écrit Il vous a d'ailleurs. consenti une ristourne, cet architecte. Pardon? Il vous a consenti une ristourne, c'est ce que dit Mediapart. C'est ce que dit Mediapart. Oui, mais c'est en même temps Mediapart, surtout le journaliste de Mediapart se contredit un peu puisqu'il publie même la liste que je lui ai donnée des entreprises qui ont à travailler et les montants correspondants, et on aboutit à une maison qui a été construite à 4 000 € du mètre carré, qui, compte tenu de la situation, il y a même des moments où je me demandais si c'était pas, pour le coup je me suis pas fait avoir, mais en tout cas on est vraiment... Donc c'est une affaire qui a été gonflée, c'est ça? Non, mais je pense surtout que surtout ce qui intéresse le journaliste, c'est ce qui aurait pu se passer en Essonne, de liens entre des entreprises et des élus. Et c'est pour ça qu'on vise un ministre aussi, c'est pour mieux... Oui, bah, ça permet peut-être de faire un peu plus de publicité, mais bon, je vais pas leur reprocher parce que je pense que là encore, moi, je crois vraiment à l'indépendance de la presse, donc qu'ils fassent leur travail. Transparence exigée encore plus maintenant des élus, vous pensez que c'est une bonne chose? Oui, je pense que ça correspond à une... on l'a vu d'ailleurs quand il a fallu qu'on publie notre patrimoine. Pour nous tous, ça a été un peu difficile, un peu compliqué, parce qu'on a l'impression de se mettre à nu. Je veux dire, vous parlez de ma maison. Depuis que je travaille, mes rentrées, c'est un salaire. Ensuite, c'est des indemnités d'élus. J'ai une épouse qui travaille, elle a un salaire. C'est, je veux dire, les conditions les recettes, voilà, elles sont connues. C'est toujours très très difficile de se mettre. Mais je pense que maintenant, c'est une exigence démocratique. Et d'ailleurs, on le voit bien quand on a publié le patrimoine des ministres. On a eu le droit au palmarès le lendemain, et puis après, c'était fini, quoi. Allez, on va passer... Je pense que les députés et sénateurs devraient faire la même chose. Ah, ça, on verra bientôt. Ça ne s'engage pas sur ce terrain-là. Oui, mais je crois que, voilà, dans le cadre des débats qu'on peut avoir, je pense qu'ils commettent une erreur. In fine, les citoyens, maintenant, sont en demande. Et je crois que quand on est un homme public ou une femme publique, il y a des contraintes supplémentaires. Le message est passé pour les députés et les sénateurs. On verra ce qu'ils vous répondent. On va passer au mariage pour tous, un thème qui divise en ce moment beaucoup la droite entre ceux qui veulent l'abrogation du texte, ceux qui veulent réécrire le tout sur fond de manifestations et de candidature à la primaire parisienne. Tam Tranui. Une chose est certaine, Jean-François Copé participera dimanche à la manif pour tous. Cette ultime participation du président de l'UMP masque mal les divergences qui agitent la droite sur l'avenir qu'elle entend donner à la loi sur le mariage pour tous. Au Sénat, si l'on ne parle pas d'abrogation, on évoque la réécriture de la loi. Ça sera réexaminé parce qu'il y a tous les aspects de l'adoption, etc., qui posent problème, surtout quand on voit ce qui pourrait se profiler à l'horizon. Écoutez, si on revient au pouvoir, je pense qu'il y aura sûrement un référendum d'initiative partagée sur le sujet. Donc le problème se posera dans ces termes-là. Il faudra la réexaminer, mais je pense qu'il faudra la réexaminer au vu de ce qu'aura donné son application. Certains sont moins tranchés sur le sujet, car même si Jean-Claude Lenoir a voté contre le texte du gouvernement, il lui paraît difficile aujourd'hui de revenir sur cette loi. Je ne vois pas comment on pourrait s'asseoir sur une loi qui a été votée par une majorité, nous étions dans la minorité, et qui a été validée par le Conseil constitutionnel. En attendant, ces différentes approches ont déjà donné une incidence directe sur les primaires UMP à Paris. S'étant abstenue lors du vote au Parlement, Nathalie Kosciusko-Morizet a fait hier l'objet de critiques de la part de Guillaume Pelletier, le leader de la droite forte, qui a déclaré qu'il ne souhaitait pas voir NKM désignée candidate de l'UMP. Nathalie Kosciusko-Morizet qui paye un petit peu le prix fort de s'être abstenue sur ce texte. Vous la soutenez un petit peu dans son combat ou pas? Je la soutiens pas. Je soutiens aucun des candidats aux primaires à Paris de l'UMP. D'abord, je voudrais dire simplement une chose, c'est que l'UMP s'est très rapidement mis aux primaires. On trouve que c'est maintenant un exercice démocratique fantastique. Comme moi, je me suis occupé de l'organisation de la primaire du Parti Socialiste, que je me rappelle ce qu'ils racontaient, puisqu'ils avaient dénoncé un exercice illégal, antidémocratique. Je me félicite du coup qu'ils s'y mettent. Après, je veux dire, quand on organise une primaire, il y a un débat entre des candidats, il y a des prises de position. Mais là, j'avoue, j'ai du mal à comprendre. Guillaume Pelletier a toujours dit ce qu'il pensait de la loi sur le mariage pour tous. Il considère que